Cher national, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, nous sommes réunis ce vendredi 24 avril 2026 en séance d'audition de M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, en application de l'article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article stipule, au plus tard le 1er juin de chaque année, les commissions permanentes organisent des séances d'audition des ministères relevant de leurs compétences. Les rapports issus de ces auditions servent à l'information des députés, notamment dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Ces auditions constituent un instrument essentiel du contrôle parlementaire. Elles visent à assurer le suivi de l'exécution des politiques publiques, à renforcer la transparence de l'action gouvernementale et à améliorer la redevabilité des autorités publiques. Elles doivent à ce titre se dérouler dans le respect des principes d'objectivité, de rigueur, de discipline et d'intérêt général. Les auditions sont exclusivement ouvertes aux membres de la commission concernée ou, le cas échéant, aux membres des commissions réunies en intercommission. Peuvent également y prendre part les présidents du groupe parlementaire, les représentants des députés non inscrits, le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, ainsi que le rapporteur général. Le président de la commission dirige les travaux et veille à leur bon déroulement. Il est le seul habilité à organiser les discussions et à distribuer la parole. À ce titre, il fixe l'ordre des interventions, s'assure du respect des temps de parole et garantit la qualité, la sérénité et la discipline des débats. Il lui appartient également de veiller à ce que les discussions se déroulent dans le respect des institutions et des personnes. Les auditions s'organisent selon un format structuré, permettant un échange équilibré et efficace entre les députés et les membres du gouvernement. À l'ouverture de la séance, le ministre dispose d'un temps de parole de 30 à 45 minutes pour présenter son exposé introductif. Celui-ci porte notamment sur le bilan à mi-parcours de l'exécution budgétaire ainsi que l'état d'avancement des projets et programmes relevant de son département. À l'issue de cette présentation, le président de la commission procède à la lecture du rapport d'analyse parlementaire de l'exécution du budget du ministère. À la suite de cette présentation, un premier tour de questions est ouvert. Chaque député dispose d'un temps de parole compris entre 5 et 7 minutes en fonction du nombre d'intervenants. Les interventions doivent être concises, structurées et orientées vers l'analyse de la mise en œuvre des politiques publiques. Un second tour de questions est ensuite organisé. Lors de cette phase, chaque député dispose d'un temps de parole de 3 minutes afin de décliner les priorités de sa localité en lien avec le secteur concerné. Le ministre apporte ensuite des réponses sur les perspectives et les réformes de son secteur pour le budget 2027. À la suite de ces discussions, le président de la commission annonce la fin de l'audition. Je vais peut-être rappeler les règles de prise de parole avant qu'on ne remette la parole au ministre. Les interventions des députés doivent respecter strictement les temps impartis et être concentrées sur les enjeux de politique publique. Elles doivent être formulées de manière claire et argumentée. Toute interruption non autorisée est proscrite. Les échanges doivent se dérouler dans un climat de courtoisie et de responsabilité et de professionnalisme conformément aux exigences des débats parlementaires. Les ministres sont tenus de fournir des informations sincères, complètes et exactes. Ils doivent répondre aux questions posées de manière précise, argumentée et documentée, dans le souci d'éclairer pleinement la représentation nationale. Cette exigence de transparence participe du principe de redevabilité et constitue un élément fondamental du contrôle parlementaire. Le président de la commission veille au maintien de l'ordre et au respect du présent code de conduite. Il peut, en cas de nécessité, rappeler l'ordre tout intervenant et prendre les mesures appropriées pour garantir la bonne tenue des travaux. Les participants sont tenus d'adopter un comportement conforme à la dignité de leur fonction
et aux exigences du travail parlementaire. Les auditions ont pour finalité de permettre aux députés de disposer d'une information complète et fiable sur l'exécution des politiques publiques. Elles contribuent à renforcer les travaux des commissions permanentes, à préparer le débat d'orientation budgétaire et à promouvoir un contrôle parlementaire fondé sur les résultats et l'analyse. À présent, Monsieur le ministre, nous allons vous donner la parole pour présenter le bilan à mi-parcours de votre département. Vous avez 30 minutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission de l'Éducation, la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Mesdames, Messieurs les membres des commissions, Mesdames, Messieurs, honorables députés, il y a quelques mois, devant cette auguste assemblée, j'avais pris des engagements clairs, forts et assumés devant la nation. Je m'étais alors engagé à démarrer une refondation curriculaire profonde, parce que nos programmes scolaires, hérités d'un autre temps, n'étaient plus en phase avec les réalités du monde contemporain, ni avec les exigences d'un Sénégal en marche vers la souveraineté et la performance. Nous nous étions engagés à former l'ensemble de nos 105 000 enseignants au numérique et à l'intelligence artificielle, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité stratégique pour les alléger, les renforcer et leur permettre d'enseigner mieux, plus efficacement et avec davantage d'impact. Nous nous étions engagés à intégrer et moderniser les daras en reconnaissant pleinement que leurs apprenants sont des enfants du Sénégal, au même titre que tous les autres enfants, et qu'ils doivent bénéficier des mêmes droits, des mêmes opportunités et de la même qualité d'encadrement. Nous nous étions engagés à supprimer l'entrée en sixième parce qu'elle constituait une rupture injuste dans le parcours éducatif, en totale contradiction avec notre ambition de scolarisation universelle. Nous nous étions engagés aussi à résorber les abris provisoires, car aucun enfant de ce pays ne doit apprendre dans des conditions indignes de la République. Et enfin, nous nous étions engagés aussi à porter avec détermination une série de réformes structurantes pour remettre l'école sénégalaise au cœur du projet national. Aujourd'hui, devant vous, avec responsabilité et lucidité, je peux vous le dire, ces engagements ne sont plus des promesses, nous l'avons fait. Ils sont devenus des réalités en construction. Partout sur le territoire, ces réformes prennent forme. Elles avancent, elles transforment progressivement notre système éducatif. Car nous avons fait un choix clair, celui de passer des intentions aux résultats. Mesdames, Messieurs, honorables députés, aujourd'hui plus que jamais, il nous faut reconnaître une évidence stratégique. C'est le secteur de l'éducation qui porte tous les autres. Aucune transformation durable de notre économie, de notre société, de notre administration ne pourra se faire sans une transformation profonde de notre système éducatif. L'agriculture de demain, l'industrie de demain, les services de demain, la souveraineté numérique, la sécurité nationale, la cohésion sociale, tout cela prend forcément racine dans l'école. La transformation du Sénégal passera par l'éducation, ou elle ne passera pas. C'est dans cette conviction, ou avec cette conviction, que s'inscrit l'action que nous menons. Je viens donc devant vous aujourd'hui avec un double devoir, rendre compte avec transparence et démontrer que l'action publique en matière d'éducation est désormais pilotée par des résultats. Car le sujet dont nous parlons dépasse la seule question budgétaire. Il s'agit de la capacité de l'État à transformer des ressources en réussite scolaire, en équité et en avenir pour notre jeunesse. Au 31 mars 2026, le ministère de l'Éducation nationale affiche un taux d'engagement de 32,77% et un taux d'ordonnancement de 15,20% sur un volume de plus de 131 milliards de francs CFA de crédits ouverts. Ces résultats traduisent une mise en mouvement réelle,
mais ils appellent à une exigence plus forte, celle de transformer chaque ressource en impact concret pour les élèves. Le premier trimestre confirme une dynamique engagée, mais encore inégale. Nous avons enclenché le mouvement, nous devons désormais en accélérer le rythme. C'est le sens de la transformation du pilotage que nous avons engagé. Plus de visibilité, plus de responsabilité et encore plus d'impact. Ces résultats traduisent une mise en mouvement effective de l'action publique. Mais ils appellent à une exigence supérieure, celle de convertir chaque ressource en progrès tangible pour les élèves. Le premier trimestre confirme donc cette dynamique. Mais je dois rassurer les honorables que vous êtes, vous rassurer par rapport à notre maîtrise et notre volonté d'accélérer et d'amplifier tout ce mouvement, toute cette dynamique. Dans cette dynamique, je souhaite en particulier souligner avec force un déterminant essentiel, le dialogue social. La transformation durable du système éducatif ne peut se faire sans stabilité. C'est pourquoi nous avons fait le choix résolu de la concertation, de l'écoute et de la responsabilité partagée avec les organisations syndicales. Les accords récemment conclus traduisent une volonté commune, celle de garantir un climat apaisé, de sécuriser la continuité du service public de l'éducation, de créer les conditions d'une transformation sereine du système. Ces avancées ne sont pas seulement sociales, elles constituent un socle stratégique. Un système éducatif stabilisé est un système capable de se projeter, de se réformer et de produire des résultats durables. Sur le terrain, les avancées sont réelles. Il y a des infrastructures en cours de déploiement, des enseignants formés, des ressources pédagogiques renforcées, des dispositifs d'équité consolidés, une structuration progressive des DARA, un pilotage du système désormais plus lisible et plus exigeant. Ces résultats sont donc significatifs, mais encore une fois, il nous faut et il nous oblige à aller encore plus loin. Mesdames, Messieurs, honorables députés, les priorités sont claires. Il s'agira donc d'accélérer l'exécution sans disperser l'action. Il s'agira aussi d'accélérer pour réduire donc les délais, parce que le temps presse. Accélérer pour lever donc les contraintes, parce qu'il y en a beaucoup. Accélérer pour garantir des résultats qui sont visibles. Les attentes sont très très fortes. Mais toujours avec une exigence constante. Y aller avec la qualité, y aller avec l'équité, la durabilité et l'inclusivité. Cette action s'inscrit dans la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, où l'éducation forme un citoyen qui est enraciné dans ses valeurs et pleinement préparé aux défis du numérique, de la science et de l'innovation. Mesdames, Messieurs, honorables députés, notre responsabilité collective peut se résumer en une exigence simple, faire en sorte que chaque franc investi dans l'éducation améliore réellement la vie de l'élève. C'est ce qui guide notre exigence, c'est cette exigence qui fonde notre engagement et c'est cette exigence qui portera la transformation de l'école sénégalaise. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. À présent, je vais partager avec vous le rapport d'analyse de la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la base de documents que vous avez envoyés à la direction des services de planification, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, honorables députés, Mesdames, Messieurs, la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs a procédé à l'évaluation après 3 mois d'exercice budgétaire de la performance du ministère de l'Éducation nationale à partir du rapport infra-annuel et des données brutes d'exécution transmises par le département
Le rapport infra-annuel présente en particulier l'évaluation du cadre de performance du document de programmation pluriannuelle des dépenses des PPD et du projet annuel de performance de chaque programme budgétaire, le bilan des principales réalisations du ministère, l'exécution physique et financière par programme, ainsi que la situation des projets financés sur ressources externes. L'évaluation de la commission couvre les 6 programmes budgétaires du ministère: éducation préscolaire, enseignement élémentaire, enseignement moyen général, enseignement secondaire général, éducation de base des jeunes et des adultes, pilotage, gestion et coordination administrative. Cet exercice s'inscrit dans une logique de contrôle parlementaire fondée sur les résultats. Il ne s'agit pas seulement d'apprécier le niveau de consommation des crédits, mais de mettre en relation de manière rigoureuse les moyens mobilisés, les priorités du département, les résultats déjà observables sur le terrain et le rythme de progression des programmes. Le document transmis rappelle d'ailleurs que l'exécution 2026 s'inscrit dans la mise en œuvre de l'agenda national de la transformation Sénégal 2050, dans un contexte de refondation du système éducatif, d'intégration accrue du numérique, de rationalisation des ressources et de renforcement du dialogue avec les partenaires sociaux. Il convient à ce stade de rappeler un point méthodologique essentiel. Une partie importante des indicateurs du MEN est de nature annuelle ou adossée à des campagnes, évaluations et résultats scolaires qui ne sont consolidés qu'en fin d'année. Le rapport le précise explicitement pour plusieurs indicateurs globaux et pour de nombreux indicateurs de programme 2053, 2054, 2055 et 2056. Dès lors, l'absence de renseignement à cette étape ne doit pas être lue comme une absence d'action, mais comme une limite normale de temporalité dans la mesure de certains résultats éducatifs. L'esprit de cette évaluation est clair. Il ne s'agit pas d'un réquisitoire. Il s'agit d'un outil d'aide au dialogue, à la redevabilité, à l'amélioration de l'action publique. L'Assemblée nationale, dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de contrôle, doit pouvoir apprécier non seulement ce qui a été engagé, mais aussi ce qui a effectivement commencé à produire des résultats, ce qui reste en attente et ce qui appelle des correctifs rapides. C'est dans cet esprit d'exigence, mais également de responsabilité et de dialogue républicain, que la Commission présente cette évaluation et ouvre les discussions avec M. le ministre. Après 3 mois d'exercice budgétaire, 3 constats se dégagent. Le premier est que le ministère présente une dynamique réelle de mise en œuvre de ses programmes budgétaires. En effet, l'analyse des données indique plusieurs réalisations significatives. Élaboration des modules de formation et dotation de matériel pour les structures de développement intégré de la petite enfance ou préscolaire. Tenue de la semaine nationale de l'école de base et démarrage de plusieurs chantiers d'écoles complètes à Kolda, Mbacké et Fatick dans l'élémentaire. Formation d'inspecteurs et accompagnement des équipes pédagogiques dans le moyen général. Renforcement de capacités d'enseignants de lycée. Ouverture de 500 classes d'alphabétisation fonctionnelle. Renforcement de 1500 membres du comité de gestion des centres d'alphabétisation fonctionnelle et tenue des assises nationales des DARA. Enfin, actions de pilotage comme la signature d'une première cohorte de CDPU et la création de cercles de hauts référents pour la refondation scolaire, curriculaire. Le deuxième constat est que la dynamique du département est très différenciée. Selon les programmes, l'éducation de base des jeunes et adultes apparaît comme le programme le plus avancé en termes d'exécution budgétaire, tandis que l'enseignement élémentaire, qui porte l'essentiel du poids financier du ministère, affiche une mise en œuvre réelle, mais encore partiellement matérialisée sur les investissements. Le pilotage, quant à lui, présente également une dynamique appréciable de soutien à l'exécution des autres programmes. Le troisième constat est que l'exécution financière reste contrastée. Globalement, les engagements progressent à un rythme convenable au regard du début d'exercice, mais l'ordonnancement demeure plus modéré, surtout sur les investissements. Le rapport infra-annuel fait apparaître pour l'ensemble du département un taux d'exécution de 32,77% en autorisation d'engagement et de 15,20% en CP crédit de paiement. Cette situation traduit moins une absence de dynamisme qu'une entrée en exécution encore marquée par les délais de mise en place des crédits budgétaires, de validation des plans de travail et de passation des marchés.
Sur les données financières d'exécution, après 3 mois, les crédits ouverts du ministère s'établissent à 136 398 688 583 en AE et 131 951 124 181 en CP, contre respectivement 136 222 239 850 francs et 130 727 533 408 dans le cadre de la LFI 2026. Le relèvement des enveloppes provient des rapports crédits d'investissement 2025 sur 2026 et des virements liés au fonctionnement collège et de lycée. À cette étape, le département a engagé 44 701 643 097 et ordonnancé 20 52 121 188, soit 32,77% en AIE et 15,20% en CP. Par catégorie de besoins de dépenses, la situation est la suivante. Biens et services, 19,68% d'exécution en AIE et 17,71% en CP. Transfert courant, 89,37% en AIE et 20,34% en CP. Investissement, 19,52% en AIE et 0,60% en CP. Ces structures montrent que la mise en mouvement des transferts courants est très avancée, tandis que l'ordonnancement des investissements reste encore faible après 3 mois d'exercice. Par programme, les taux d'exécution ressortent à préscolaire 47,21% en AIE contre 13,42% en CP, élémentaire 35,67% en AIE contre 14,17% en CP, moyen général 24,46% en AIE contre 3,02% en CP, secondaire général 23,19% en AIE contre 18,04% en CP, éducation de base des jeunes et adultes 79,79% en AIE contre 59,73% en CP. Pilotage 28,25% en AIE et 22,26% en CP. S'agissant du programme 2053, éducation préscolaire, il présente environ 3,1% de CP ouverts du ministère après 4 mois ou bien 3 mois d'exercice. Il enregistre 47,21% d'exécution en AIE et 13,42% en CP. Cette situation traduit un bon rythme d'engagement, mais un ordonnancement encore limité, notamment sur les investissements. Le rapport précise que ce décalage tient en partie aux lenteurs administratives et au fait que l'exécution en CP est portée à la fois par les biens et services, les transferts de l'Agence nationale de petite enfance et de la Case des tout-petits et les investissements du projet de construction d'équipements et de réhabilitation des cases des tout-petits. Sur le plan physique, plusieurs réalisations sont déjà signalées. Élaboration des modules de formation pour les formateurs et dotation de matériel en faveur des structures de développement intégré de la petite enfance DIPE. Le projet de construction d'équipements et de réhabilitation de cases des tout-petits affiche 49,46% d'exécution en autorisation d'engagement et 10,45% en crédit de paiement. En revanche, le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires PURAP préscolaire demeure à 0%, ce qui pèse le rythme global du programme. Du point de vue des indicateurs, le rapport précise que la plupart des indicateurs du programme ne sont pas encore renseignés, avec la mention suivante. Les données relatives à ces indicateurs ne seront disponibles qu'en fin d'année. Cela, Monsieur le ministre, concerne notamment les structures publiques ayant un comité de gestion d'école fonctionnel, les performances des enfants en langage, lecture et mathématiques, les performances liées au curriculum révisé, le renforcement des capacités des éducateurs, les indicateurs d'accès à la petite enfance, le taux brut de préscolarisation et la part des enfants vivant avec un handicap. À ce stade de l'exécution, le programme doit donc être considéré en progression, mais encore peu lisible sur les résultats finaux pour des raisons de calendrier d'évaluation. Concernant le programme 2054, enseignement élémentaire, l'enseignement élémentaire constitue le cœur budgétaire du département, avec plus de 60% des crédits de paiement ouverts. Après 4 mois d'exercice, il enregistre 35,67% d'exécution en AE et 14,17% en CP. Le ministère souligne que cette exécution demeure limitée, mais cohérente avec un début d'exercice et qu'elle traduit déjà une dynamique d'engagement. Les actes modificatifs du programme portent exclusivement sur les reports
de 456 392 456 22 392 de crédits de paiement investissement en vue de poursuivre des actions d'amélioration de l'environnement scolaire dans le cadre du projet appui budgétaire sectoriel. Les réalisations majeures sont visibles: tenue de la semaine nationale de l'école de base et démarrage de plusieurs chantiers d'écoles complètes, notamment à Médina Gounass, Sarekoli, Mbacké, Ndiène Lagane, Wadiour, et d'une école élémentaire bioclimatique pilote dans la région de Fatick. Ces éléments témoignent d'une bonne dynamique opérationnelle sur le terrain. Par contre, les indicateurs pédagogiques et structurels du programme sont pour l'essentiel non renseignés à cette étape, avec la même mention que pour d'autres sous-secteurs. Les données ne seront disponibles qu'en fin d'année. Cela concerne notamment les CGE fonctionnels, les taux de promotion, les résultats au CFE, une partie des indicateurs de réforme curriculaire, de fréquentation des salles d'animation pédagogique et culturelle, de taux brut de scolarisation, ainsi que les indicateurs d'équité et d'inclusion. Ainsi, la lecture de la commission doit distinguer les avancées physiques réelles et la temporalité de certains indicateurs des résultats. Sur les projets financiers sur ressources externes, l'élémentaire concentre le volume le plus important, soit 26,106 milliards, mais n'affiche que 136,154 millions de décaissements, soit 0,52%. Ce faible niveau est attribué à la lenteur des travaux des entreprises, particulièrement sur le lot du projet de remplacement des abris provisoires, PRORAP, tandis que la ligne d'appui de l'UNICEF affiche un taux d'exécution de 100%. Relativement au programme 2055, c'est-à-dire le programme enseignement moyen général, l'analyse donc de la commission est la suivante. Alors, ce programme présente environ 8% des crédits de paiement ouverts du département. Son exécution est de 24,46% en AE et 3,02% en CP. Le contexte d'exécution mis en avant par le ministère porte sur la poursuite des réformes curriculaires, l'amélioration de l'accès et de l'équité, ainsi que sur les contraintes classiques du début d'exercice. Mise en place de dotation, validation des PTA et engagement des marchés. Les réalisations du trimestre sont néanmoins réelles. Formation des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire aux stratégies de réforme curriculaire et aux innovations de gestion des finances publiques, ainsi qu'encadrement des enseignants de chef d'établissement pour la bonne mise en œuvre des enseignements apprentissages. Comme pour l'élémentaire, les principaux indicateurs de résultats du moyen général restent non renseignés à ce stade. Le ministère précisant que les données correspondantes ne seront disponibles qu'en fin d'année. Cela concerne notamment les collèges disposant de CGE fonctionnels, les taux de promotion, ainsi que les autres indicateurs de qualité d'accès à l'équité des programmes. La lecture de ce programme doit être prudente. La dynamique d'action est bien engagée, mais les résultats académiques ne sont pas encore consolidés. Sur ces ressources externes, le programme enseignement moyen lot 3 affiche 496,790 millions de décaissements pour un budget de 2,210 milliards, soit 22,48%. Ce résultat est plus avancé que celui de l'élémentaire et constitue un signal plutôt encourageant pour la suite de l'exercice. Pour le programme enseignement secondaire général, il représente près de 18,8% des CP ouverts. Son exécution atteint 23,19% en AE, 18,04% en CP. Les dépenses des biens et services y sont relativement importantes avec 21,51% en AE et 19,45% en CP. Tandis que les investissements restent encore 8,88% en AE et 0% en CP. Sur le plan physique, le rapport fait état de deux avancées majeures, M. le ministre. Le renforcement des capacités des enseignants des lycées pour la prise en charge des élèves en difficulté dans les apprentissages et l'encadrement des enseignants et chefs d'établissement pour la bonne mise en œuvre des enseignements apprentissages dans les lycées. Le ministère souligne aussi que le programme cible des zones à forte pression démographique et à besoins éducatifs accrus, ce qui confère une importance particulière au rythme de mise en œuvre. Là encore, les indicateurs du programme sont non enregistrés, non renseignés à cette étape, avec l'explication que ces données
ne seront disponibles qu'en fin d'année. Cela concerne notamment les lycées disposant d'un CGE fonctionnel, les taux de promotion et les autres indicateurs de qualité et d'accès. Il s'agit donc d'un programme de mise en mouvement progressive dont les résultats de fond restent à consolider plus tard dans l'année. S'agissant du programme 2057, éducation de base des jeunes et adultes, il représente une part budgétaire plus modeste, autour de 1,1% des crédits ouverts, mais il ressort comme le programme le plus avancé financièrement après 4 mois d'exercice. Il enregistre 79,79% en AIE et 59,73% en CP, crédit de paiement. Le rapport souligne que les crédits du programme sont concentrés sur les biens et services et surtout sur les transferts courants, qui représentent 76% de l'enveloppe totale et affichent 100% d'engagement ainsi que 76% d'ordonnancement. Les résultats du trimestre sont particulièrement visibles. Ouverture de 500 classes d'alphabétisation fonctionnelle, renforcement de capacité de 1500 membres de comité de gestion de CAF et tenue des assises nationales des DARA. Ces éléments traduisent une bonne dynamique de mise en œuvre sur un programme à forte portée sociale et communautaire. Le cadre du programme montre en outre une architecture de résultats plus directement liée au DARA, à l'alphabétisation et au modèle alternatif. Certains indicateurs de stock ou de cadre, comme la part de CGE de DARA fonctionnel, apparaissent déjà stabilisés dans le cadre programmatique, tandis que le renseignement d'autres indicateurs de maîtrise des compétences est renvoyé à la fin d'année. La Commission peut donc considérer que l'éducation de base des jeunes et adultes présente à cette étape de l'exercice une dynamique particulièrement positive, à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan des réalisations visibles. Et enfin, avec le dernier programme, pilotage, gestion et coordination administrative, il représente environ 9% des crédits de paiement ouverts du ministère de l'Éducation nationale. Après 4 mois d'exercice ou 3 mois, il atteint 28,25% en autorisation d'engagement et 22,26% en crédit de paiement. Sa structure d'exécution est globalement équilibrée, avec un bon niveau sur les transferts courants et une progression plus modérée sur les biens et services. Les investissements, en revanche, restent à 0% en CP. Les réalisations du trimestre sont significatives. Le renforcement des capacités des bureaux des ressources humaines, BRH, des IA et IF, sur la gestion des mutations, signature d'une première cohorte CDPU avec les IA et les IF, création du cercle des hauts référents dans le cadre de la refondation curriculaire. Le programme porte également plusieurs priorités structurantes pour le prochain cycle. Renforcement du contrôle budgétaire et comptable, maturation des projets comme le PURAP, la stratégie numérique à l'école et les cantines et renforcement du dispositif suivi-évaluation. Sur le plan des actions, la meilleure dynamique se situe dans la gestion des ressources humaines et de la formation avec 51,6% d'exécution en AIE et 44,3% en CP. Le pilotage de la qualité des enseignements et apprentissages atteint 27,1% en AIE et 20,3% en CP, tandis que le pilotage ministériel s'établit à 21,1% en AIE et 16% en CP. Le cadre d'indicateur du programme est ambitieux, portant sur le taux d'exécution budgétaire, la certification des enseignants, la couverture des besoins en enseignants, la cohérence d'allocation des enseignants, la mise en œuvre des plans de travail des IA et la stratégie numérique. À cette étape, toutefois, plusieurs de ces indicateurs restent non enregistrés ou bien non renseignés, conformément à la logique générale présentée dans le rapport infra-annuel qui, selon le ministère, réserve leur renseignement à des moments ultérieurs de l'année. Le programme pilotage doit donc être évalué comme dynamique avec une fonction de soutien réel à l'ensemble des programmes de métiers. Sur les indicateurs non renseignés de façon globale, l'exploitation des données met en évidence un nombre important d'indicateurs non renseignés après 3 mois d'exercice budgétaire. Cette situation est particulièrement visible dans l'évaluation du cadre de performance du DPPD et des PAP
des programmes 2053, 2054, 2055, 2056, où la mention, les données relatives à ces indicateurs ne seront disponibles qu'en fin d'année, revient de manière répétée. Cela concerne notamment le taux de couverture des besoins en enseignants, la cohérence d'allocation des enseignants, la certification des enseignants, le nombre de rencontres de coordination, les compétences renforcées au niveau central et déconcentré, les taux d'achèvement, de promotion, de réussite aux examens et de scolarisation, plusieurs indicateurs d'équité et d'inclusion. Le ministère donne 3 types d'explications à cette situation. D'abord, je l'avais déjà dit, plusieurs indicateurs éducatifs sont annuels par nature et ne peuvent être renseignés qu'après les campagnes statistiques, les évaluations et les examens. Ensuite, le début d'exercice a été marqué par des contraintes classiques, mise en place des crédits, validation des PTA et procédures de marché. Et enfin, certains volets d'exécution relèvent d'un calendrier pédagogique ou administratif qui produit les résultats plus tard dans l'année. Ces explications doivent être prises en compte dans l'appréciation parlementaire sans toutefois dispenser le ministère d'un effort de consolidation progressive des données. Et en conclusion, après 3 mois d'exécution, l'évaluation du ministère par la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs fait apparaître une dynamique globalement positive, mais contrastée selon les programmes. Le ministère a déjà engagé plusieurs actions significatives, visibles et concrètes. Chantier d'école, renforcement de capacité, appui aux structures préscolaires, alphabétisation fonctionnelle, assises des DARA et initiatives de pilotage. Ces éléments montrent que l'action publique éducative est bien en mouvement. Ensuite, les rythmes d'exécution diffèrent sensiblement selon les programmes. L'éducation de base des jeunes et adultes se distingue par une exécution particulièrement dynamique. Le préscolaire élémentaire présente une mise en œuvre réelle, mais encore partiellement traduite en CP, notamment sur les investissements. Le moyen et le secondaire sont engagés, mais encore dans une phase où les résultats performants restent peu visibles. Faute de données consolidées, le pilotage accompagne utilement l'ensemble du système. Enfin, Monsieur le ministre, la principale limite à cette étape porte sur 2 points. Le faible niveau d'ordonnancement des investissements et le nombre élevé d'indicateurs non renseignés, pour des raisons souvent explicites de temporalité de collecte. La Commission porte donc à cette étape de l'exécution une appréciation nuancée. Le ministère présente des avancées réelles et une bonne dynamique d'engagement, mais la pleine lisibilité des résultats, notamment pédagogiques, exige une consolidation des données au cours des prochains mois d'exercice. Je vous remercie. Nous allons à présent ouvrir la